tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Citeo live sur LinkedIn. Nous l'avons intitulé Filière de recyclage, est-ce que tout tourne rond? Moi, je suis Adeline Abeg, je travaille au sein de l'équipe communication chez Citeo. Et pour répondre à cette vaste question et surtout à toutes vos interrogations sur le sujet du recyclage, Sophie Genier, directrice service recyclage de Citeo, est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Adeline. Alors, avant de commencer, c'est traditionnel et c'est surtout pour les personnes qui nous connaissent peu ou mal Citeo. Un petit mot sur l'entreprise. Citeo est né de la volonté des sociétés, des entreprises qui mettent sur le marché des produits emballés et des papiers graphiques. Elle existe depuis près de 30 ans et sa mission, c'est de réduire l'impact sur l'environnement de ces emballages et de ces papiers. Alors, pour cela, on travaille avec un vaste écosystème d'acteurs. Il en sera question aujourd'hui. On travaille avec les collectivités locales, avec les industriels du recyclage pour développer la collecte, le bac jaune, le bac de tri que nous avons tous à notre disposition, le tri industriel et aussi le recyclage. Et puis, nous travaillons en amont de la mise en marché des produits sur la réduction à la source, le réemploi et bien sûr la recyclabilité qui est indispensable pour que le recyclage fonctionne, donc de ces emballages et de ces papiers. Citeo travaille aussi, et c'est important, à la mobilisation du citoyen autour du tri. Et vous l'avez peut-être remarqué, si vous suivez Citeo sur les réseaux sociaux, ce live s'inscrit dans une séquence de communication. C'est écrit là juste en bas, qui s'appelle « Plus on sait, mieux on fait ». Eh bien, pourquoi? Parce que chez Citeo, on a la conviction que c'est par la connaissance et par l'action que font progresser l'économie circulaire, qui est indispensable aujourd'hui. Et donc, Sophie est donc là pour partager la connaissance et répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser via le commentaire donc sur LinkedIn. Sophie, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes missions au sein de Citeo? Oui, merci Adeline. Donc en fait, mes missions, c'est quoi? C'est effectivement de faire en sorte que tous les emballages et les papiers disposent d'une solution en fin de vie. Voilà, donc pour ça, comment est-ce qu'on fait? On travaille avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, des producteurs de matériaux, les fabricants d'emballages, les metteurs sur le marché, les collectivités locales et les opérateurs de tri et de recyclage. Et concrètement, qu'est-ce que nous faisons? En fait, d'abord, on définit le cadre qui est nécessaire pour développer et contrôler toutes les opérations de recyclage, depuis le tri par l'habitant jusqu'au recycleur final. Et également, on accompagne via la recherche et développement les acteurs pour à la fois pérenniser les filières existantes, mais également pour en développer de nouvelles, avec un objectif commun qui est de développer le recyclage en quantité et en qualité pour que les matières issues du recyclage trouvent toute une nouvelle vie avec le plus de valeur ajoutée possible. Alors, l'efficacité environnementale et économique de toute cette chaîne que tu viens de nous décrire est aujourd'hui fortement challengée, c'est peu de le dire, si on suit les débats, notamment sur les réseaux sociaux. Et avant de rentrer dans le vif des questions et des questions que pose le recyclage aujourd'hui, Sophie, est-ce que tu peux, c'est toujours bien des fois de faire un peu d'histoire, de reprendre un peu les éléments de contexte pour éclairer le présent. Est-ce que tu peux nous dire comment il est né ce recyclage en France, avec quels acteurs, quels objectifs? Alors, au démarrage, il y a le recyclage, il existe depuis très longtemps pour un certain nombre de matériaux, le recyclage des métaux, le recyclage du papier carton, ou même le recyclage du verre et de nos emballages en verre, il a démarré dans les années 70. Par contre, on s'est dit à un moment donné, l'ensemble des acteurs se sont dit, il faut aller plus loin et il faut faire plus. Et en particulier au travers de ce qu'on appelle les emballages ménagers, donc ce que tout à chacun on a dans notre consommation quotidienne. Et donc là, c'est en 92 où les acteurs se sont réunis et ont dit, nous, on veut prendre en charge, en particulier les metteurs sur le marché, on veut prendre en charge et assumer notre responsabilité par rapport à ce que l'on met en marché pour pouvoir les diriger vers ces filières de recyclage. Donc c'est vrai que ça, c'est mis en place à l'origine, c'est Éco-emballage le premier pour les emballages ménagers en 92 en disant, nous, industriels, on va prendre part et on va se mettre tous ensemble pour mutualiser les efforts et travailler main dans la main avec les collectivités locales pour mettre en place la collecte et le tri
en vue du recyclage de ces emballages. Donc effectivement, il y a certains matériaux pour lesquels on ne partait pas de zéro, hein, comme j'ai dit, les métaux, le verre, le papier carton sont des choses qui sont recyclées depuis longtemps. Donc les filières de recyclage étaient déjà préexistantes, il a fallu les adapter pour la typologie des emballages ménagers. Et puis ensuite, on a le sujet des plastiques pour lequel on partait de zéro, c'est-à-dire que le recyclage des emballages plastiques ménagers n'existait pas du tout avant 92 et il a fallu construire toutes ces filières de recyclage depuis 92 et on le voit bien, ça fait partie des enjeux qui sont devant nous, hein, qui est cet enjeu face aux emballages plastiques, qui est de dire comment à la fois on travaille à leur réduction, à changer éventuellement les matériaux, mais aussi à développer ces filières de recyclage encore aujourd'hui. Alors, on rentre dans le sujet du plastique. On a déjà pas mal de questions, hein. Bon, c'est normal, on s'y attendait, un matériau qui suscite beaucoup d'interrogations. Est-ce que tu peux nous dire comment ce recyclage du plastique a démarré, par quel type de matériaux et aujourd'hui, dans les départements où les consignes ont été élargies, donc Nathalie nous demande quel est le pourcentage de tri du plastique par les ménages. Alors effectivement, au démarrage, comme je vous disais, il n'existait rien. Donc tout au début, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, on va se concentrer pour développer cette industrie du recyclage sur une typologie d'emballage qui était facile à trier par le consommateur, facile à trier ensuite au niveau des centres de tri, qui sont les bouteilles et les flacons. Alors pourquoi? Il faut se rappeler qu'en 92, quand tout ça a démarré, comme je disais, il n'existait rien, et qu'une bouteille, c'est assez facile. Et ensuite, il n'existait pas de technologie de tri automatique, donc c'était à la main, du tri qui était fait à la main dans les centres de tri, qui permettait d'orienter bien. Donc en fait, cette industrie, elle s'est développée, elle a mis 10 ans à se développer pour arriver à des performances qui sont extrêmement intéressantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tout à fait capable de recycler l'ensemble des bouteilles et des flacons, hein, donc les bouteilles de soda et les flacons de shampoing, les bouteilles de lait, etc., pour en faire des nouveaux matériaux. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le PET et le PEHD. Et puis, il y a une bonne dizaine d'années, on s'est dit, voilà, aujourd'hui, on a cette industrie qui commence à bien, mais on voit que les performances, il faut qu'on aille au-delà et il faut qu'on atteigne, faut qu'on performe sur le reste également. Et d'où cette extension des consignes de tri qui se fait petit à petit sur le territoire, parce que pour pouvoir trier et recycler l'ensemble de ces emballages, donc on parle des barquettes, des sachets de film, les pots de yaourt, etc., il faut pouvoir adapter le dispositif de tri d'un point de vue technique, hein. Il faut donc faire ce plan de modernisation des centres de tri qui est en cours en France. Et donc, à partir du moment où un territoire dispose d'un centre de tri qui est modernisé et qui est capable de recevoir l'ensemble des emballages, et dans ces cas-là, le territoire en question peut basculer en consigne de tri élargie et donc accueillir dans son bac de tri l'ensemble des emballages. Et donc en termes de performance aujourd'hui, on le sait, hein, sur les territoires qui trient plus, on a une augmentation de performance qui est d'environ 4 kilos par habitant et par an. Voilà, donc on voit, c'est pas encore assez, il faut qu'on puisse continuer. Et à partir du moment où on aura une situation où on aura la majorité des Français qui seront en capacité de trier, on pourra aussi avoir des actions de communication envers le consommateur un peu plus fortes sur ce sujet du tri. On est à quel horizon sur la généralisation de cette extension de consignes ou de cette simplification du tri, pour faire plus court? On est à horizon 2023 sur l'ensemble du territoire français. Et on a une question de Claire, donc aussi sur les emballages recyclables, parce que si on ouvre le bac de tri, et c'est ce qu'on est en train de faire à l'ensemble des Français, est-ce que par ailleurs, dans le même temps, le recyclage des emballages nouvellement triés, ces pots, ces barquettes, ces films dont tu nous parlais, il progresse? Oui, bien sûr. Alors, la situation qu'on a à peu près, qu'on a à date, hein, c'est que sur l'ensemble du gisement d'emballage plastique, donc ce qui est mis en marché tous les ans en termes d'emballage plastique, on parle de 1,1 million de tonnes tous les ans. Et quand on regarde ce gisement, on sait qu'aujourd'hui, on a 75% qui est recyclable. Donc, parmi ces 75%, on en a 50%, donc à peu près la moitié, pour lequel on a des filières qui sont préexistantes, qui sont bien établies. Donc là, effectivement, on parle des bouteilles et flacons, donc en PET et en PEHD-PP, mais également des pots et barquettes en PEHD ou en PP, donc les beurriers, enfin ce type d'emballage. Puis ensuite, on a 25% pour lequel on a des filières qui sont existantes, mais sur lesquelles il faut encore travailler d'un point de vue technique en particulier et en développement de ces filières en quantité et en débouché derrière pour pouvoir asseoir bien ce recyclage. Donc là, on va parler des barquettes du polystyrène, des barquettes PET, des films plastiques en particulier. Et ensuite, on a une partie d'emballage, donc les 25% restants, oui, aujourd'hui,
on peut dire qu'ils ne sont pas recyclables et on n'a pas de solution de recyclage. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne fait rien. Ça veut dire qu'on travaille à la fois ce qu'on appelle en éco-conception, donc sur la mise en marché. C'est-à-dire qu'on va regarder sur cette mise en marché s'il y a des solutions techniques ou en changeant de matériaux ou en rendant ces emballages plastiques plus recyclables, donc en changeant de résine et en particulier en allant vers du monomatériau, pour les rendre recyclables. Et on regarde évidemment aussi d'un point de vue technologique pour développer des filières de recyclage. Alors justement, sur le développement des filières de recyclage, on a une question de Jean-Pierre qui nous dit, alors je reprends la question telle qu'elle est formulée, avez-vous une méthode efficiente pour trier avant le recyclage chimique, le recyclage chimique est une perspective, tu vas nous en parler, une technologie de recyclage qui peut nous permettre d'envisager des choses intéressantes sur ces nouveaux plastiques, et qui dit donc une méthode efficiente pour trier avant le recyclage chimique les multitudes de plastiques, et il évoque le partenariat avec Recycling Technologies, qui est donc effectivement une start-up, une entreprise et partenaire de Citeo. Tu nous en dis plus ? Oui, alors effectivement, sur la partie du plastique, donc le recyclage chimique est une des technologies qu'on explore actuellement. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue technologique, on reviendrait à des monomères de base, ou enfin des composés chimiques un petit peu précis, qui nous permettent de repartir ensuite dans des process de fabrication de plastique vierges et donc qui permettent de réatteindre en termes de qualité et de performance l'équivalent des plastiques vierges. Et donc là, c'est extrêmement intéressant comme technologie. Par contre, effectivement, comme n'importe quel process de recyclage, en amont, il faut qu'on ait déjà des emballages et des objets qui soient déjà triés et ce qu'on appelle préparés. Donc c'est évidemment tous les travaux de recherche et développement qui sont en cours pour voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin en termes de tri et d'identification des emballages pour pouvoir bien les séparer. Donc aujourd'hui, il y a des technologies qui existent, qui sont évidemment le tri optique, qui est extrêmement développé, en particulier dans les centres de tri. On le voit bien, les centres de tri, ils vont faire un premier d'emballage ménager, vont faire une première séparation parce que eux, leur objectif, c'est de séparer l'ensemble, les métaux, quelque sorte de plastique, les papiers cartons en particulier. Et ensuite, on va devoir re-challenger derrière, avoir des centres qu'on appellerait peut-être des centres de préparation de matière qui vont permettre encore d'aller plus loin. Donc, on a ces technologies de tri optique et on explore aussi d'autres voies de technologie, en particulier tout ce qui va être reconnaissance visuelle, intelligence artificielle, éventuellement les watermarks, qui sont des marqueurs digitaux sur les emballages qui vont nous permettre de mieux les identifier, de mieux les repérer, pour mieux les sélectionner, les trier, pour ensuite les orienter vers les bonnes filières de recyclage. Sophie, on a Eric qui nous demande, qui veut revenir sur les performances de tri des nouveaux emballages triés. Tu en parlais tout à l'heure, c'est le fameux 4 kilos supplémentaires par habitant et par an dans les zones où le tri est simplifié. Il nous demande versus combien au total. Si je comprends bien la question, c'est quelle est la marge de progrès vraiment que nous fait. C'est plus 4 kilos qu'on gagne en extension de consigne de tri. Qu'est-ce que ça représente en termes d'évolution versus une zone qui ne serait pas en ECT ou sur les performances globales de tri par les Français? Alors, les performances globales de tri, alors qui sont globalisées, on regarde évidemment en moyenne sur l'ensemble du territoire. Elles sont pour la partie emballage ménager de 55 kg par habitant et par an. Et derrière ce 55 kg, c'est à peu près 23 kg de ce qu'on appelle emballage léger, donc les emballages en papier carton, en acier, en aluminium et en plastique, et 32 kg de verre. Et en parallèle, parce que Citeo s'occupe également des papiers graphiques, les performances de tri par habitant en moyenne, c'est 19 kg. Alors attention, les chiffres que je vous donne, ce sont bien les performances en termes de recyclage, donc c'est bien les tonnes qui sont recyclées, pas forcément les tonnes qui sont collectées. Entre les deux, il y a le tri qui se fait dans les centres de tri, pour lequel évidemment il y a un petit peu de perte, et en particulier les emballages non recyclables qui sont écartés. Donc, les performances de collecte sont évidemment un petit peu plus élevées que les chiffres que je viens de donner. Simon nous demande quelle est la part des plastiques justement qui sont collectés mais non recyclés. Tu en as parlé tout à l'heure, je crois que tu me disais à peu près 25%. À peu près 25%. Bien cette proportion-là. Oui, et pour lequel... Et pour lequel on travaille à la fois en éco-conception, donc sur la mise en marché pour les rendre évidemment recyclables, et sur lequel on travaille également sur les filières de recyclage pour essayer de développer des solutions de recyclage également.
Julie a une question sur le traitement des bioplastiques. Un terme à éclairer peut-être. Elle nous demande précisément quelles sont les perspectives pour le traitement en fin de vie des emballages bioplastiques. Alors derrière bioplastique, hein, on entend différentes choses, hein. On peut entendre des résines, on va dire traditionnelles, hein, donc que ce soit du PET ou du polyéthylène, mais qui sont formulées avec des matières renouvelables, hein, qui seraient formulées à partir de bases pétrochimiques, mais à partir de bases renouvelables. Et alors là, en termes de tri et de recyclage, j'ai envie de dire, elles suivent le circuit complètement classique, hein, qui est le recyclage dans les circuits identiques que ces mêmes matières d'origine pétrolière. Par contre, derrière aussi ce terme de bioplastique, on entend d'autres résines, d'autres typologies de résines. Alors par exemple le PLA, mais il en existe d'autres qui sont aussi d'origine naturelle, mais qui sont d'autres types de plastique. Et donc là, pour le coup, donc ce sont des matières qui sont plutôt compostables. Et souvent compostable, donc soit à domicile, donc là dans ces cas-là ça doit être indiqué, mais ou également compostable d'un point de vue industriel. Et donc là pour ce typologie de matière, eh ben il faut attendre, hein, j'ai envie de dire que le recyclage, enfin que le tri des biodéchets soit opéré et qu'il y ait des solutions sur ce type de solution de compost, hein, qui soient industrielles ou à domicile, hein, qui ne sont pas encore extrêmement développées sur le territoire. Henri réagit au terme de recyclage chimique tu as dit tout à l'heure, tu as expliqué, et demande quels sont les process, alors j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais quels toxiques et quels coûts environnementaux. C'est ce que je comprends, c'est effectivement les conséquences environnementales et techniques et technologiques côté process de ce recyclage chimique. Oui, alors bien sûr, hein, on parle il y a beaucoup de technologies, hein, derrière le mot recyclage chimique, on parle de énormément de choses différentes, hein. Ça peut être de la dépolymérisation, de la dissolution, ce qu'on appelle de la pyrolyse, etc. Donc derrière, en fait, ça revêt un certain nombre de technologies extrêmement différentes. Par contre, ce qu'on est en train de regarder, c'est que évidemment, pour que ces technologies, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue environnemental, enfin, on est en train de regarder si ces technologies, d'un point de vue technique, environnemental, et ensuite il y a l'économie évidemment qui va rentrer en ligne de compte, sont viables ou non. Mais pour ça, il faut que les technologies puissent se développer. Aujourd'hui, on est beaucoup encore au stade pilote et laboratoire, donc on mène beaucoup de tests en partenariat avec ces porteurs de technologies pour pouvoir voir si effectivement, à terme, ce sera viable de les développer ou pas. Il est évident que ça ne doit pas se faire au détriment d'un impact avec un impact environnemental négatif sur le dispositif. Alors, on a une question de Jean-Marc qui nous demande si la mise en conteneur de déchets recyclables plastiques, contenant des déchets ultimes liquides, c'est précis, et papier, est-ce qu'elle est compatible avec l'intégrité des papiers pour le recyclage? Je crois qu'on là on touche à la question de la qualité des papiers, qui est effectivement importante, et on a d'ailleurs plusieurs questions sur ce sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur l'intégrité des papiers? Oui, alors sur la question de la qualité, toutes les matières qui sont envoyées au recyclage doivent respecter un cahier des charges, hein. Donc ça, c'est un cahier des charges en termes de qualité. Et alors, si on prend le sujet des papiers, des emballages papier carton et des papiers en général, ce cahier des charges, il est régi par une norme européenne, hein. Donc ça permet d'avoir les échanges commerciaux au niveau européen sur les différents catégories d'emballage et de papier. Et donc on a ces critères de qualité qui disent, par exemple, pour l'ensemble des emballages papier carton triés, donc issus des centres de tri français, pour pouvoir être envoyés au recyclage, il faut qu'ils respectent des critères de qualité qui sont la présence de 95% d'emballage papier carton et un taux d'humidité inférieur à 12%. Donc voilà, donc on a ces critères de qualité et c'est valable pour l'ensemble des matières. Et c'est ce qui régit un petit peu la relation contractuelle un peu tout le long de la chaîne, hein, qui va dire, et qui permet l'homogénéité sur le territoire en matière de tri et de recyclage. Et ces critères de qualité, en fait, ils sont définis par l'ensemble des parties prenantes en disant, voilà, c'est on va dire le juste équilibre technique et économique entre ce qu'on est capable de faire au niveau d'un centre de tri et ce qu'on est capable de recevoir au niveau d'une unité de recyclage, d'un point de vue technique et économique.
Et donc, il est extrêmement important de vérifier que ces critères de qualité soient respectés tout le long de la chaîne. Donc, pour ça, il y a des contrôles, évidemment, qui sont effectués, à la fois diligentés par Citeo, mais et par l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'un acteur qui ne reçoit pas le bon niveau de qualité, il est en droit soit de demander réparation financière, soit de renvoyer le camion pour qu'il puisse être retraité pour atteindre les niveaux de qualité requis. Mais qu'en est-il aujourd'hui sur la qualité du papier? On a une question qui nous dit, est-ce que les emballages salent, et je pense que c'est aussi le sens de la question de Jean-Marc, salent ou salis, est-ce qu'ils viennent nuire en mélange à un stade du process de recyclage, est-ce qu'ils viennent nuire à la qualité de ce papier? Alors évidemment, ça dépend du niveau ça dépend du niveau de qualité des entrants, mais aujourd'hui, si les critères de qualité que j'ai décrits, que je vous ai décrits, sont respectés, en fait, les unités de recyclage sont calibrées pour traiter. Donc elles sont calibrées pour pouvoir séparer les différents types, les différents éléments et éliminer en particulier toute cette partie impropre. En ce qui concerne les emballages sales ou salis, on va dire que des résidus alimentaires dans les emballages ne nuisent pas en fait au recyclage. Évidemment, si on laisse un gros morceau ou là un pot de yaourt à moitié plein, oui là ça peut avoir des conséquences un peu plus importantes. Évidemment, s'il y en a beaucoup sur les unités de recyclage. Par contre, donc à partir du moment où les emballages sont vides, mais vides de manière, on va dire après usage, ils n'ont pas besoin d'être nettoyés, d'être lavés avant d'être mis dans le bac de tri et de recyclage. Alors, une question de Caroline sur un sujet d'actualité, hein, sur le sort de l'usine de recyclage, de l'usine papetière, si je ne dis pas de bêtises, de la Chapelle d'Arblay. Oui. Le Média Brut a diffusé il y a effectivement très récemment une vidéo faisant état de la situation compliquée de ce site. La question tout simplement, Caroline, c'est qu'en pensez-vous? Alors, que peux-tu nous dire effectivement de la situation de cette usine, hein, du point de vue de Citeo et Alors effectivement, hein, la fermeture de ce site, hein, qui permettait de recycler une partie des papiers. Alors ça, on parle de la partie papier graphique, hein, donc transformation des papiers graphiques pour en faire des bobines de papier journal. Voilà, donc on est évidemment bien au courant. Ça signifie quoi? Ça signifie que on a un peu plus de papier graphique qui vont devoir être exportés, mais qui vont être exportés au niveau européen. Hein. Pour vous donner les chiffres sur le papier graphique, c'est moins de 1% de grand export. Hein. C'est comme pour la partie emballage ménager. Quand je dis grand export, c'est en dehors du territoire européen, et le reste des opérations de recyclage, hein, donc 99%, se font au niveau européen. En fait, la situation du papier graphique, c'est une situation, on va dire, structurelle, hein, qui est qu'on a une baisse de la consommation de papier au niveau européen et au niveau français en particulier, hein, puisque cette baisse, elle est d'à peu près 5% par an. Donc, il n'y a pas que la France qui est touchée, hein, c'est tous les pays européens. Et je trouve que oui, au niveau européen, de manière générale, ces derniers mois, on a vu plusieurs annonces, hein, de fermeture de sites et de capacités au niveau européen de fabrication de papier graphique. Et donc, quand effectivement la source est de la matière recyclée, ça tarit une partie des sources. Maintenant, voilà. Après, ce qui est important, c'est qu'on puisse garder une partie de ce recyclage en France, hein, ce qui est extrêmement important, ce qui reste des capacités. Voilà, le message que je voulais faire passer, c'est que on aurait souhaité évidemment que l'usine puisse perdurer. Maintenant, ça se situe dans un contexte effectivement un peu plus général de situation, on va dire un peu plus générale au niveau européen de décroissance du marché. Mais il reste des capacités de recyclage en France, et on espère qu'elles vont rester en tout cas pour plusieurs années. Justement, sur la question des exports, Jocelyne demande si sur ce contexte international un peu défavorable dont tu parlais, quelle est ton analyse par rapport à la fermeture des frontières de certains pays, notamment asiatiques, recycleurs et demandeurs de recycler, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, il y a eu un mouvement de fermeture de frontières. Il y a une chute de la demande. Est-ce qu'effectivement ce contexte international vient jouer très défavorablement, et notamment sur cette filière papier et peut-être papier carton?
Alors sur la filière papier, peu, hein, parce qu'on avait très peu de grands exports de papier graphique jusqu'à présent. Le parti pris qui a été fait en France depuis très longtemps, c'était de développer les filières de recyclage, si possible, en local, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a eu toute une politique de développement de ces filières de recyclage, d'investissement dans des filières de recyclage en France. Ce qui nous a permis d'atteindre les objectifs qu'on a aujourd'hui, hein, qui est qu'on a 84,5% du recyclage des emballages ménagers qui est effectué sur le territoire français. Ensuite, on a 15% qui est effectué dans des pays, chez nos voisins européens, et on a moins de 1% de grand export de nos emballages ménagers, hein. Donc c'est même 0,5% pour l'année 2019. Donc oui, alors évidemment, c'était pas le cas de tous nos pays européens. Donc les restrictions d'importation, et en particulier des pays asiatiques, hein, de produits, en particulier en provenance d'Europe, mais pas que, hein, du monde entier, ça a surtout été des restrictions en disant il nous faut des matières on va accepter des matières de très haute qualité. Donc ce qui a fermé effectivement les portes pour un certain nombre d'emballages, et ce qui a bouleversé un petit peu les marchés au niveau européen. Donc au niveau européen, on a vu, hein, pour un certain nombre de produits, un petit peu plus de difficultés d'écoulement, parce qu'on a un certain nombre de matières qui étaient exportées. Et je le rappelle, c'était pas forcément la France, ça pouvait être aussi d'autres pays européens, et pas que les emballages ménagers, aussi des emballages industriels et commerciaux, donc des cartons, des films plastiques par exemple, qui sont restés sur le territoire européen. Et aujourd'hui, on a envie de dire que le marché est en train de se restabiliser en développant en particulier des capacités au niveau européen de recyclage et surtout des débouchés. Donc voilà, donc nous, la France, on était déjà inscrit on va dire, dans cette politique depuis très longtemps et qu'on poursuit. Alors, revenons sur le plastique, mais toujours dans cette perspective de recyclage et de débouché. Foucault nous demande, tu l'as dit, alors tu as donné les chiffres pour tous les emballages. Est-ce que ce sont les mêmes au niveau de l'export pour le plastique? Effectivement, sont-ils recyclés, mais est-ce qu'ils sont ensuite utilisés en France en termes de débouchés? Combien de fois, ça fait beaucoup de questions, Sophie, mais peuvent-ils être recyclés? Et un dernier point sur la qualité de ce plastique recyclé. Foucault nous demande est-ce qu'elle est comparable, cette qualité, à ceux des pays voisins, comme l'Allemagne, nous dit-il. Alors, comme je disais, donc j'ai donné les chiffres globaux, mais si on fait un petit focus sur le plastique, hein, donc le plastique l'année dernière pour les emballages ménagers français, c'était 74 qui étaient recyclés en France, 26% chez nos voisins européens, et donc moins de 1%, hein, donc même moins de 0,5% en Asie. Donc on voit qu'on a la part de ce qui est part au grand export est vraiment très faible. Pour autant, effectivement, alors pourquoi est-ce qu'il y a un peu quand même du grand export? C'est parce que il y a des marchés, il y a des usines de recyclage évidemment présentes, hein, dans ces pays-là, qui a une demande ensuite pour cette matière recyclée dans ces pays. Donc forcément, on est sur des marchés, hein, des marchés qui sont libres, donc il y a l'offre et la demande qui fluctuent. Par contre, je précise que ce soit des opérations de recyclage qui soient en France, en Europe ou en Asie, les process de contrôle des opérations de recyclage sont exactement les mêmes, hein. Donc Citeo va par échantillonnage et par audit vérifier comment se passent les opérations de recyclage et si elles sont bien conformes à la réglementation, même quand le recyclage est effectué à l'autre bout du monde, hein. Donc tout est extrêmement contrôlé. Alors je vais essayer de reprendre du coup le fil des questions. Sinon, moins sur la question de la qualité. Oui, voilà. Donc la question de la qualité de la matière. Donc quand selon les différentes typologies de matière, et en particulier, alors si on fait un petit focus sur le plastique, on a selon les matériaux et selon les matières des débouchés qui vont être peut-être un petit peu différents. Alors en termes de débouchés et de qualité de matière, on est peu ou prou sur la même chose ou équivalent que nos voisins européens. Si on prend l'exemple du PET, donc c'est la bouteille PET, c'est quoi? C'est la bouteille de jus de fruits, de soda, d'eau minérale, voilà, qu'on consomme tout à chacun. Donc cette bouteille, aujourd'hui en France, il existe des unités de recyclage qui ont des technologies qui permettent de faire du retour au contact alimentaire. Donc à partir de ces bouteilles, et une grosse partie du PET, donc de ces bouteilles qui sont collectées et triées en France, partent dans ce type d'application et donc qui permettent de faire un retour à l'emballage.
Et donc là, c'est ce qui permet de réinjecter de la matière recyclée. Et donc, on est sur ce qu'on appelle du recyclage en boucle 100% fermée, donc la bouteille qui redevient de la bouteille ou qui redevient de la barquette PET. Enfin voilà, on est réinjecté en tout cas dans des process de recyclage qui vont permettre de refaire de l'emballage, et en particulier de l'emballage apte au contact alimentaire. Et puis on a d'autres typologies de matières, et donc là on va parler par exemple des films ou des bouteilles de lait, de shampoing, de lessive, etc. Et là on va aujourd'hui on n'a pas les technologies, qui nous permettent de faire du retour à l'emballage, en particulier du contact alimentaire, même si on y travaille en termes de R&D, on travaille pour essayer de boucler cette boucle. Et donc là ces matières elles vont venir en substitution de matières vierges dans d'autres applications, et en particulier dans des applications du BTP. Donc on va en faire des tuyaux, des systèmes d'isolation, voilà, ce type de produits, ou alors dans l'automobile. Donc ils vont être de toute façon réinjectés et réutilisés dans des process de fabrication, et en tout cas respecter les niveaux de qualité requis pour ce type d'application. Ça c'est vraiment important parce que quelle que soit l'application, ça respecte évidemment les niveaux de qualité requis. Maintenant, on voit bien, on a besoin d'aller plus loin en termes de quantité et de qualité, et donc toute notre recherche et développement vise à sécuriser ces débouchés, soit sécuriser ces débouchés, soit les développer, et de trouver des nouvelles technologies pour toujours recycler plus et mieux. On a une question de Benoît, elle est un petit peu technique, mais elle pose effectivement aussi l'avenir du plastique. Il dit, si nous généralisons le papier PE, avec des taux vers 85% de papier, donc là on est sur de l'éco-conception, sur la conception d'emballage, versus des plastiques non recyclables à date, comment va réagir la filière avec ce plastique qu'on incorpore en parallèle du papier? Ce sont des évolutions de conception effectivement qu'on voit, qui posent des questions sur l'avenir des filières. Oui, oui, bien sûr. Donc ça, c'est des points évidemment de vigilance à avoir. On peut sortir d'un plastique pour aller vers ce que j'appellerais des complexes papier-plastique. Nous, on va chercher en éco-conception, c'est de dire, bon, c'est déjà une première étape qui est bien. On passe de quelque chose qui est non recyclable à quelque chose qui est recyclable. Par contre, on va essayer de travailler pour minimiser cette part de plastique dans le papier. Ensuite, d'un point de vue technique, purement technique sur la filière de recyclage, ça ne pose pas de difficulté. Les filières de recyclage des emballages papier-carton, donc qui pourraient avoir une part de plastique, sont tout à fait équipées pour séparer de manière extrêmement correcte la part fibre et la part plastique. Donc en fait, la part plastique va être mise de côté et va être la plupart du temps éliminée. Et sinon, la part fibreuse va être effectivement recyclée. Donc il n'y a pas d'impact technique. Après, on voit bien, ça va avoir un impact à la fois économique, puisque tout ça va générer un petit peu de déchets qu'il va falloir pouvoir traiter. Et puis, on a quand même toujours cette part qui, du coup, n'est pas recyclée. Donc, on va chercher quand même à maximiser et à essayer de développer le recyclage aussi de ces parties-là. Mais en tout cas, le mieux, c'est d'essayer d'aller vers des solutions qui soient en monomatériaux. Et en particulier sur ce sujet des fibreux, pourquoi est-ce qu'on a une part de plastique? C'est pour apporter des qualités barrières. Le plastique, il a cette qualité formidable, qui est cette qualité barrière, donc imperméable à l'humidité, à l'oxygène, pour conserver les produits. Et donc aujourd'hui, et en particulier, ce sont des partenariats qu'on mène avec le Centre technique du papier pour essayer de développer des technologies fibreuses, donc 100% fibreux, qui apportent ces éléments barrières à la partie papier et qui soient évidemment 100% recyclables. Donc d'aller vers du monomatériau qui permettent, avec des solutions 100% fibreuses, d'apporter la même sécurité d'un point de vue praticité, et puis d'un point de vue sécurité alimentaire et d'humidité. On change de matériau pour aller sur le bois. On a une question de Frédéric qui nous dit qu'en est-il du recyclage des emballages bois? Donc, effectivement, les barquettes, cagettes et autres. Et Stéphane rebondit en nous disant aujourd'hui, le bois n'est pas considéré comme une matière recyclable. Est-ce que tu peux le confirmer, nuancer ou en tout cas nous apporter un éclairage sur la question? Oui, alors d'un point de vue technique, alors les emballages en bois, les emballages ménagers en bois, ça représente un tout petit gisement. Donc, à date, ce tout petit gisement, pour le collecter et le trier en centre de tri, c'est pas possible d'un point de vue technique et économique. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que le bois industriel, etc., ne dispose pas de filière de recyclage, mais pour la partie ménagère, ce bois, il est effectivement pas recyclé, et donc il ne dispose pas à date de filière de recyclage
pour la partie emballage ménager. Donc c'est pour ça qu'on dit que la partie bois, emballage en bois ménager n'est pas recyclable. Ça ne veut pas dire qu'on n'y travaille pas, et en particulier, alors pas forcément sur cette partie recyclage, mais on va regarder s'il y a des choses qui seraient intéressantes de faire, en particulier l'apport en termes de compostage, etc. On a une question sur les bouteilles et flacons et sur les objectifs, plutôt sur les bouteilles en plastique, oui, en termes de collecte. Des objectifs sont posés. Alors, 77% en 2025, 90% en 2029. J'avoue que là, je n'ai plus bien la référence si c'est la loi AGEC ou si ce sont des objectifs européens. Mais en tout cas, qu'en est-il de ton point de vue, Sophie? A-t-on une chance d'atteindre ces objectifs sur cet emballage bouteille en plastique? Alors effectivement, ce sont des objectifs européens à la base, puisque c'est la Single Use Plastic Directive qui fixe ces objectifs qui sont extrêmement ambitieux sur les emballages de boissons, enfin les emballages plastiques de boissons. Et ces objectifs, ils sont effectivement transposés dans la loi pour une économie circulaire, grande loi française qui a été votée en février dernier et qui est en train, dont les décrets d'application sont en cours de validation. Donc elle fixe effectivement ces objectifs qui sont extrêmement ambitieux. On le sait, alors on l'a pas redit, mais en fait aujourd'hui le taux de recyclage, alors on n'est pas sur le taux de collecte, mais sur le taux de recyclage des bouteilles et flacons sont de 61% pour la partie emballage ménager. Donc on voit qu'on a évidemment un gap à franchir, et pour ça, il faut trouver le bon dispositif de collecte qui va permettre d'atteindre ces objectifs. Donc on a l'extension des consignes de tri qui va permettre de contribuer à cet objectif, mais on regarde également d'autres choses on pense que la mise en place ou le développement de la tarification incitative, également la mise en place de dispositifs de collecte plus performants, des choses qui peuvent se faire sur leur foyer, les emballages no-man, etc. Donc c'est un cumul de choses qui vont permettre de peut-être pouvoir atteindre ces objectifs, mais on le sait, ce sera extrêmement ambitieux. Et l'autre solution qui a été écartée pour le moment, mais qui reviendra en termes d'études en 2023, qui est la possibilité de mettre en place une consigne pour recyclage. Et donc là, la loi prévoit qu'en 2023, on fasse un bilan pour voir si effectivement il est pertinent ou pas pour atteindre ces objectifs de mettre en place cette consigne pour recyclage. Et l'autre volet qui est quand même en parallèle et qui transparaît aussi dans cette directive emballage à usage unique, plastique à usage unique, c'est qu'il faut aussi viser une réduction de la mise en marché de ces bouteilles de boisson. Voilà, donc il y a les deux objectifs en parallèle. Une question d'actualité qui est posée par Mohamed. Quel est l'impact de la Covid-19 sur l'industrie du recyclage? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les conséquences? Alors, les conséquences. Donc, comme beaucoup de situations industrielles, le premier confinement au mois de mars a porté pas mal de bouleversements sur les marchés. Donc, avec une collecte qui, à un moment donné, c'est un petit peu réduite. Le temps qu'un collecte et tri, le temps que les professionnels en fait s'équipent, mettent en place les dispositifs en fait de mise en sécurité, en particulier de leur personnel. Donc, en fait, très rapidement, l'industrie s'est organisée. Donc après quelques jours qui ont duré vraiment même moins 15 jours, 3 semaines, un petit peu on va dire d'adaptation, le dispositif en fait a continué. Donc en fait la collecte et le tri ont continué à avoir lieu. Et ensuite il y a le recyclage, donc les filières de recyclage. Et là on voit en fait selon les matériaux et selon les débouchés pour les matériaux, les marchés se portent plus ou moins bien. Alors, plusieurs conséquences. Quand les marchés sont du retour à l'emballage, donc là, on parle du verre, on parle on parle du papier carton, on parle de ce typologie de produits. Là, on voit qu'on est sur des industries où l'emballage ménager, en tout cas, s'est bien porté. Donc, ça a pu continuer. On voit qu'on a des marchés aussi qui s'ouvrent. L'arrêt, quand on est dans le secteur de l'emballage ménager, on peut prendre l'exemple du verre, on a le ménager, mais on a aussi tout l'export d'emballage en verre, et la France est très grand exportateur de vins de spiritueux, et on a également tout l'impact sur le CHR, la fermeture des cafés, hôtels, restaurants, qui a eu un énorme impact aussi sur les marchés. Donc on voit que par certains moments, on peut avoir des difficultés sur certains marchés de déboucher.
c'est le cas, par exemple, pour le verre, et ça va être le cas pour certains plastiques, hein, comme je disais, marchés débouchés qui sont des marchés de l'automobile ou du bâtiment, qui ont été extrêmement ralentis. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement à l'arrêt, mais on voit bien qu'il faut accompagner les débouchés et ces filières, et d'où aussi ces travaux, hein, de diversification aussi des débouchés, de dire il ne faut pas être dépendant d'un seul secteur. Enfin, c'est un peu le cas dans n'importe quel process industriel, hein, pas un seul client, un seul secteur, mais bien une multitude d'acteurs. Et bien c'est tout l'accompagnement de cette filière qui est aussi en cours. Un petit détour, Sophie, je te propose par l'éco-conception, mais qui est très connexe, hein, éco-conception, recyclage, on est vraiment sur des éléments que Citeo traite en parallèle et qu'il faut envisager en parallèle. Simon demande quelle est la définition de l'éco-conception et il demande si la priorité est plutôt, alors rapidement, la question est très vaste, mais on sera obligé de faire une réponse courte. Est-ce que c'est réduire la quantité de déchets ou augmenter la recyclabilité? J'ai envie de dire, c'est les deux, mon capitaine. Oui. Oui, alors le premier objectif, c'est la réduction. Donc effectivement, on va travailler à la réduction des emballages mis sur le marché. Alors soit au travers du poids, hein, réduction en poids, mais également au travers de filières qui sont à l'étude et qui sont en cours de développement, de réemploi par exemple. Donc ça va permettre de réduire en fait la mise en marché des emballages. Et ensuite, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut que l'ensemble des emballages qui sont mis sur le marché soient recyclables. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a réduit, c'est très bien de réduire, mais il faut aussi qu'on dispose d'une solution en fin de vie. Donc en fait, c'est vraiment les deux objectifs qu'on recherche. Claudie nous pose la question des enjeux sur la brique, qui est donc un emballage multimatière, si je ne dis pas de bêtises. Elle nous demande est-ce qu'il y a une volonté de développer cette filière de recyclage de la brique et aussi de développer, d'aller vers le monomatériau pour cet emballage. Alors oui, la brique alimentaire, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la brique, hein, c'est la plupart du temps ce qu'on appelle un emballage composite, hein, donc qui est composé d'une partie fibreuse et d'une partie qui permet la protection du produit, aluminium et plastique. Donc on le voit, on a certains fabricants qui ont déjà réduit en enlevant la partie aluminium de cette partie-là. Donc au niveau du recyclage, la partie fibre, elle est, comme j'expliquais tout à l'heure, parfaitement recyclée. Et la partie vers des applications, et en particulier vers des applications en papier d'hygiène, et en fait on a la partie ce qu'on appelle le PE-Alu, hein, donc la partie plastique et aluminium, pour lequel les industriels cherchent aussi des solutions. Donc, ils ont commencé à travailler et à développer pour une partie de ce flux des solutions de recyclage aussi pour cette partie-là. Mais on voit qu'on est sur du recyclage qui va être de moins bonne qualité. Donc, l'objectif des industriels, c'est évidemment de maximiser cette partie papier-carton et de diminuer cette partie plastique-aluminium. Marie-Christine nous demande comment inciter les industriels à utiliser du recyclé. On parlait de sa qualité tout à l'heure. Donc, comment faire cette incitation? Comment inciter donc l'utilisation de recyclé versus évidemment le vierge, alors que le cours des matières, dit-elle, effectivement plutôt défavorable au recyclé. Ah oui, effectivement, aujourd'hui, les cours des matières, alors on se place dans un contexte, alors là, une fois de plus, on va se placer dans le contexte du plastique, hein, c'est pas forcément le cas sur l'ensemble des matériaux. Sur l'ensemble des matériaux, on est sur des industries qui sont beaucoup plus intégrées, beaucoup plus, comme je le disais, qui existent depuis très longtemps. Donc la différence entre vierge et recyclé, elle est vraiment ténue et il n'y a vraiment pas de différence, on va dire, entre les deux. Par contre, effectivement, si on s'intéresse au sujet des plastiques, aujourd'hui, les prix des matières vierges sont très basses. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte où les prix des matières vierges sont évidemment en grande partie dépendants des cours du pétrole, les cours du pétrole qui sont effectivement assez bas. Plus on est dans un contexte de crise économique, hein, donc avec des demandes marché qui sont plus faibles, et donc évidemment des prix d'offres et demandes qui jouent. Donc on est sur des prix de matières vierges qui sont assez bas. Or, nos prix de matières recyclées, aujourd'hui, ils ont des coûts de collecte, de tri et de recyclage qui, j'ai envie de dire, sont fixes, hein. Donc, on a ce marché. Donc, tout l'enjeu, c'est de dire comment est-ce qu'on va décorréler ces cours des matières vierges et des matières recyclées et inciter à l'utilisation de matières recyclées. Alors, il y a deux voies, hein. Il y a évidemment la voie qui est de dire,
à partir du moment où on va réussir à mettre sur le marché des matières qui seront de qualité équivalente à celle du vierge, on va dire que comme pour les autres matériaux, il y aura plus de différentiel dans l'utilisation vierge recyclée. Donc ça, c'est d'un point de vue une réponse, on va dire, technologique, hein. Donc c'est comment est-ce qu'on apporte la sécurité déjà à l'utilisateur en termes de matières recyclées. Puis ensuite, bah, quand on a le choix entre deux matières, une vierge et une recyclée, bah, il faut qu'on puisse se dire, bah, comment est-ce qu'on fait, quels outils on peut mettre en place pour inciter plutôt à utiliser du vierge versus du recyclé. Donc il y a plusieurs outils, hein, qui sont en cours. Alors, il y a évidemment les obligations, donc là, c'est le cas, hein, ça va être le cas prochainement sur le PET, hein, dont on parlait, avec des obligations qui sont fixées par la directive européenne d'obligation d'intégration de matières recyclées. Donc là, forcément, ça va driver le marché. Bon, on n'a pas que ça, hein, donc Citeo, par exemple, on va travailler aussi via notre tarif en disant, bah, on va inciter, mais ça n'est qu'une incitation. Le tarif, hein, il sert à financer les opérations de collecte et de tri. Mais en fait, on va inciter à utiliser à la fois des matières plastiques, par exemple, qui sont plus recyclables, et on va également inciter à l'utilisation de matières recyclées en mettant en place ce qu'on appelle un bonus à l'intégration de matières recyclées pour permettre une meilleure utilisation de ce plastique recyclé. Mais voilà, et comme je disais, on n'est pas les seuls utilisateurs, hein. Le marché de l'emballage n'est pas le seul à utiliser la matière recyclée. Il y a plein d'autres secteurs. Donc là, il faut aussi trouver des moyens pour favoriser l'utilisation de cette matière recyclée. Donc il y a différents biais qui peuvent être réfléchis, hein, en matière, c'est des réflexions qui sont en cours, d'incitation fiscale, les obligations, le levier de la commande publique, etc. Une question de Morgane qui, il me semble, revient sur l'association en conception des emballages papier-plastique. Elle demande, est-ce que les films avec plus de 50% de papier intéressent vraiment les recycleurs? Elle pose la question et précise, nos voisins européens sont sur des taux supérieurs à 80, 90, même 95 de papier, hein, au minimum. Est-il prévu que ce taux à 50 actuellement augmente en France? Alors, ce qu'on dit en France, c'est que à partir du moment où effectivement il y a plus de 50% de papier carton dans un emballage, il est considéré comme étant un emballage papier carton, et donc dans ce cas-là, il va pouvoir intégrer la filière de recyclage du papier carton. Et après, ce qu'on va dire, c'est que oui, évidemment, cette base de 50%, c'est le minimum requis, mais il faut chercher à maximiser cette part de fi pour maximiser la part de ce qui est effectivement recyclé dans l'emballage. Peut-être un mot sur, on a beaucoup parlé du plastique, peut-être sur les autres filières. Je pense aux métaux, aux verres également. Qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement des évolutions ou des perspectives sur ces deux filières? Alors, le recyclage, par exemple, du verre, hein, c'est un recyclage qui se fait en boucle fermée et à sa très grande majorité, parce que c'est plus de 98% du verre qui est recyclé en local, donc sur le territoire français et à proximité. Donc, on est vraiment sur une industrie de proximité où les emballages en verre sont collectés, triés et recyclés sur le territoire national. Sur 100% de ces emballages sont recyclés dans la filière d'emballage en verre, donc qui servent à refaire de l'emballage en verre. Donc ça, c'est vraiment sur la partie de la filière verre. Et juste pour illustrer un chiffre, hein, entre le lieu de consommation, enfin on va dire, on va jeter trier son emballage en verre et son lieu de recyclage, on a une distance d'à peu près 260 km en moyenne. On est vraiment sur un recyclage de proximité, sur un maillage territorial. Sur le recyclage des métaux, donc derrière les métaux, on a deux métaux qu'on sépare, hein, qui est l'acier et l'aluminium. Et donc là, on a des performances de recyclage qui sont extrêmement intéressantes et importantes, en particulier sur l'acier, où là, on a un taux de recyclage qui est extrêmement élevé. Et donc, l'ensemble des emballages qu'on collecte, alors qu'on collecte via la collecte séparée, c'est ça qu'il faut privilégier, mais on en récupère également sur les mâches-fer d'incinération, ils vont être intégralement recyclés, et là aussi majoritairement en France, hein, parce qu'on a évidemment un leader au niveau français, hein, qui est ArcelorMittal, qui dispose de plusieurs unités de fabrication d'acier en France, et qui va être le plus gros recycleur d'emballage, en particulier en acier, hein. C'est un gros recycleur de ferraille et en particulier d'emballage. Et ensuite, sur la partie aluminium, donc aujourd'hui, on a deux
on va dire, on a deux fractions aluminium. On a ce qu'on appelle l'aluminium rigide. Donc l'aluminium rigide, c'est quoi? Ça va être nos canettes, nos aérosols, une partie de conserve, etc., ou de plats en aluminium. Et donc là, pareil, cet aluminium, il va être collecté, il va être séparé, il va être envoyé dans des fonderies, dans des affineries d'aluminium, pour ensuite être réinjecté dans des processus d'utilisation d'aluminium, et là plutôt à destination de l'automobile. Et puis on a ce qu'on appelle, qu'on est en train de développer fortement sur les territoires, qui est la collecte et le recyclage des petits emballages en aluminium et des aluminiums souples. Et donc là, on va parler effectivement des feuilles de papier d'aluminium, des capsules, des petits emballages et des capsules par exemple de café. Et là, sur les territoires où on dispose des solutions, là, on ne peut pas les renvoyer comme les autres vers une affinerie d'aluminium directement. On va faire ce qu'on appelle de la pyrolyse, ce qui va permettre, en absence d'oxygène, de récupérer l'intégralité de l'aluminium. Il va pas brûler. On va pouvoir récupérer cette partie d'aluminium qui ensuite, lui, sera réinjecté aussi dans des process d'utilisation d'aluminium. Alors, deux questions rapides, Sophie. Anthony qui revient sur le verre et qui nous demande si, et on est beaucoup à se poser la question, est-ce que le recyclage, c'est mieux que la consigne pour réutilisation? Alors en fait, ça dépend vraiment des conditions. C'est-à-dire que la consigne pour réutilisation, Même ça peut être réemploi, je crois qu'on pour le pourrait dire. réemploi, pour le réemploi, C'est moi qui faisais l'erreur. ça peut être intéressant, dans certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut que les lieux de production, d'utilisation et de consommation ne soient pas trop éloignés. Mais par contre, on est en train de travailler. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours pour essayer pour un certain nombre de typologies d'emballage, par exemple des plats traiteurs, enfin ce genre de choses, d'essayer de redévelopper cette filière de réemploi. Et on voit aujourd'hui, pour que ce soit performant d'un point de vue technique, économique et environnemental, il faut redéployer un petit peu ce dispositif industriel, et en particulier avoir les dispositifs de lavage, de collecte, de lavage et de réinjection dans le dispositif industriel qui soient performants. Donc ça, il y a des travaux de recherche et développement pour remettre un petit peu à plat quelles sont les bonnes conditions techniques, économiques, pour que ce soit d'un point de vue à la fois technique, économique et environnemental intéressant versus le recyclage. Mais ce sera pas, un des messages, c'est que ça ne très certainement que la réponse, elle ne sera pas au niveau global et national pour l'ensemble des emballages. Et à un moment donné, le recyclage restera certainement plus intéressant que le réemploi dans certains cas. Un point de précision sur le verre, Sophie, est-ce qu'en France, nous faisons du verre, c'est la question, du verre avec du verre recyclé, du verre brun uniquement, et du coup, le verre transparent, est-ce qu'il peut être issu de verre recyclé? Oui. Alors oui, parce qu'en France, on a fait un choix qui est de dire on laisse un geste de tri simple pour l'habitant. Donc en fait, l'habitant, vous, en tant que consommateur, vous mettez l'ensemble de vos emballages, que ce soit votre bouteille effectivement brune, alors c'est plutôt des bouteilles de bière, vos bouteilles de vin vertes, etc., et vos pots transparents, ou vos bouteilles transparentes, tout dans le même bac de collecte. Et en fait, derrière, le choix qui a été fait au niveau français, c'est que les centres de préparation de matière en calcin, du verre pour le transformer en calcin avant d'être réinjecté dans la fabrication des emballages en verre, se sont équipés pour séparer les différentes fractions de couleur. Et en particulier, on fait, donc c'est ce qu'on appelle le tri par couleur. Et donc les centres de préparation de calcin vont séparer le verre coloré, donc ce qu'on appelle le verre coloré, du verre transparent. Et le verre transparent, donc pour une partie et pour les besoins d'industrie, va être réinjecté dans des fours dédiés qui sont en capacité d'accepter du calcin pour refaire des bocaux, des pots et des bocaux en verre transparent. Et la partie colorée est réinjectée dans les verres de fours colorés pour refabriquer des bouteilles de bière, de vin, etc., etc. Donc voilà, Jean-Marc, je crois qu'on a bien répondu à la question sur le tri du verre par couleur, qui est effectivement une réalité aujourd'hui dans l'industrie verrière. On va prendre peut-être une dernière question. On revient sur le plastique, une question de Caroline qui nous demande qu'en est-il de la taxe européenne sur le plastique non recyclé? Qui va payer cette taxe? Alors, est-ce qu'elle est gravée dans le marbre? Ça, tu peux peut-être nous le dire, Sophie, ou est-ce qu'elle est encore en discussion? Qui va payer? Sur quelle base et quelle modalité de calcul? Alors, on a un peu de temps pour répondre à cette vaste question, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors,
Aujourd'hui, je vais répondre en l'état de nos connaissances aujourd'hui à date, hein. Donc c'est effectivement une taxe qui est prévue au niveau européen, pour, dans le cadre en fait, hein, du plan de relance européen, pour financer, on va dire, le plan de relance européen suite à la crise sanitaire, qui a décidé donc de mettre en place cette, taxe. Ensuite, en fait, libre en tout cas, c'est une taxe qui, enfin, c'est pas vraiment une taxe, c'est en tout cas un financement qui doit, que chaque État membre va devoir, apporter au niveau de l'Union européenne, pour financer ce plan de relance. Donc ensuite, chaque pays va être libre, hein, de le mettre en œuvre un petit peu comme il le souhaite. Aujourd'hui, ce qui a été dit au niveau français, c'est que ce ne serait pas directement, une taxe prélevée sur les industriels ou sur les consommateurs et cetera, mais qu'il y aurait bien le financement de l'État, pour, que l'État apporterait ce financement au niveau de l'Europe, qu'il y aurait pas de taxe dédiée. Maintenant, évidemment, ça, c'est aujourd'hui, l'état, actuel, des discussions au niveau français. Ça pourrait évidemment, faire l'objet de changements, hein, de discussions, d'être revenir sur le devant de la scène en termes de discussion. Mais aujourd'hui, voilà ce qui est prévu. Donc, on n'a pas du tout d'informations sur la manière dont ça pourrait être effectivement mis en œuvre et s'il y aura des répercussions sur les industriels ou sur le consommateur. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces réponses très, très étayées à ces nombreuses questions. Et il y en a d'autres qui nous ont été posées. Et bien sûr, on met un point d'honneur à répondre à un maximum de questions pendant, mais aussi après. Donc, si votre question n'a pas été prise, rassurez-vous, les équipes de Sophie font le maximum pour vous répondre. Donc, et continuez. D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions. De toute façon, on parle extrêmement souvent, vous en doutez bien, de recyclage sur nos réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. La semaine prochaine, eh bien non, ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera dans 15 jours. Nous parlerons d'un autre sujet, nous parlerons du tri et de la ville sur nos réseaux sociaux avec un nouveau live qui sera animé par moi, mais j'aurai à mes côtés Anne-Sophie Louvel, directrice du service collecte sélective et territoire de Citeo. Prenez date, ce sera le 26 novembre pour ce live sur le tri et la ville. Et vous pouvez bien sûr déjà vous inscrire. Le lien est sur la page LinkedIn, le lien à l'événement sur la page LinkedIn de Citeo. Donc, n'hésitez pas et on espère vous retrouver nombreux sur ce nouveau live. Eh bien, merci à tous. Merci Adeline. Merci Sophie. Très bonne journée à tous. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de trier vos emballages et vos papiers.